Ma communication est un peu abnorme dans notre colloque pour plusieurs raisons. D'abord parce que je remonte beaucoup plus loin en amont que la plupart des communications, puisque je vais m'arrêter sur ce moment des guerres d'Italie, un moment un peu, hélas, délaissé par l'historiographie, trop délaissé par l'historiographie, surtout si on compare à l'abondance des travaux, notamment des travaux documentaires qui avaient pu être faits au XIXe siècle. Abnorme aussi un peu parce que je vais parler de quelque chose qui est très spécifique, qui pourrait même sembler un peu technique, même si c'est central dans notre problématique de colloque, qui est la question de la langue. Une question de la langue qui a une spécificité d'autant plus grande au XVIe siècle que, évidemment, on se retrouve dans une situation où l'articulation, le problème de l'articulation qui est posé, n'est pas simplement une articulation entre deux ou trois langues, mais entre une multiplicité de langues vulgaires et, en plus, une multiplicité de langues vulgaires qui ne peuvent se penser, notamment pour ce qui concerne le savoir militaire, qu'en référence, évidemment, au moins au latin, Uvetere scriptores dere militari, et évidemment aussi dans une certaine mesure au grec, mais surtout au latin. Donc, un peu abnorme à ce double égard, j'essayerai quand même de tirer quelques conclusions qui peuvent tous nous intéresser, et j'ai réussi à trouver une anecdote qui me permettra de partir du XVIIIe siècle, ce qui sera peut-être un peu plus familier à un certain nombre de collègues ici présents. Mon intervention comprend 4 noyaux. Je n'aurai évidemment pas le temps de les traiter tous les 4. Ils figureront tels quels dans la partie écrite, dans la version écrite de mon travail, mais je vous les livre pour donner une image d'ensemble, en quelque sorte, de mon propos. Le premier noyau concerne une anecdote, justement. Je partirai du comte Francesco Algarotti, que certains d'entre vous connaissent, et j'essaierai de comprendre comment, effectivement, à rebours, fonctionnent les passages, les transferts, la circulation du langage machiavélien entre XVIe et XVIIIe siècle. Le deuxième noyau s'attardera sur la spécificité d'un questionnement qui naît des guerres d'Italie, sur les problèmes de dénomination, sur les problèmes de dénomination, non seulement dans la matière militaire, mais plus largement dans la matière politico-militaire, puisqu'il faut faire cette différence entre le langage strictement militaire et ce que j'appellerais les langages de l'état de guerre, justement. Le troisième noyau vous présentera une étude de cas sur trois mots, 3 exemples, en quelque sorte, qui illustrent, selon moi, 3 principes de fonctionnement de ces passages linguistiques. Le premier exemple concernera ce que Machiavel appelle le deletto, que je ne traduis pas parce que c'est un mot qui est difficilement traduisible, on verra pourquoi. C'est-à-dire la question du recrutement, pour être clair, la question du recrutement des armes propres. Le deuxième exemple concernera la dénomination des armes à feu et des armes de jet. Et le troisième exemple concernera la façon dont on doit nommer la bataille. Le dernier noyau de cette communication idéale que vous n'entendrez pas est une modélisation d'un travail possible sur la langue militaire qui a un intérêt essentiellement pour les gens qui travaillent sur cette question-là de façon plus spécifique. Dernière remarque préliminaire, ce travail, pour le comprendre, j'aimerais le renvoyer à la stratification d'un travail un peu spécifique que j'ai fait avec quelqu'un d'autre, donc je me dois de le nommer, qui s'appelle Jean-Claude Zancarini, qui est mon vieil ami et complice sur toutes ces questions-là, et avec lequel, pendant une vingtaine d'années, nous avons passé notre temps à traduire des textes politiques florentins du temps des guerres d'Italie, politiques ou historiographiques des guerres d'Italie, Savonarola, Machiavel, Guichardin, etc. Dernière remarque, une autre personne que je veux citer parce que les conversations avec elle ont nourri mon travail, ma collègue professeure émérite Marie-Madeleine Fontaine, avec laquelle j'ai co-dirigé un volume qui va sortir chez Drose dans quelques mois sur les mots de la guerre à la Renaissance, mots MOTS. Voilà. Donc une fois présenter un petit peu le cadre de cette intervention, commençons par cette fameuse anecdote. Nous sommes en 1762 et le comte Francesco Algarotti, qui va mourir 2 ans plus tard à Pise, publie
un texte intéressant qui s'appelle Lettere Militari. Ma dette à cet égard est à M. Del Negro, professeur Del Negro, Piero Del Negro, collègue et ami vénitien, qui a attiré l'attention des chercheurs sur ce texte il y a déjà une dizaine d'années. Donc, 1762, Francesco Algarotti. Alors, Francesco Algarotti, c'est pas n'importe qui, c'est un homme important des Lumières, un passeur, justement, connu essentiellement pour un livre intéressant qui s'appelle Le Newtonisme pour les dames, mais qui, par ailleurs, qui a eu un succès phénoménal dans toute l'Europe, avec plusieurs traductions, mais qui, par ailleurs, a été très proche du grand Frédéric, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il est resté 2 ans à la cour de Prusse, et que l'on dit qu'il avait même eu des relations très intimes avec Frédéric, et par ailleurs qui a été aussi à la cour de Saxe par la suite. Donc c'est un personnage intéressant justement dans une réflexion sur circulation et transfert. Et qu'est-ce que sont ces lettere militari? Elles consistent en 27 lettres qui sont réunies, une vingtaine de lettres, qui sont réunies sous le titre Sopra la scienza militare del segretario fiorentino, avec le S majuscule pour segretario. Donc, le segretario fiorentino, c'est évidemment Machiavel, donc sur la science militaire de Machiavel, en l'occurrence. Et une vingtaine de lettres auxquelles s'ajoute une lettre particulière qui s'appelle Lettera sopra la ricchezza della lingua italiana in quanto ai termini militari. Donc, lettre sur la richesse de la langue italienne pour ce qui concerne les termes militaires. Il s'agit pour Algarotti de défendre l'autonomie de la langue militaire italienne comme langue militaire référentielle, de référence, et notamment de la défendre contre l'influence excessive des gallicismes. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, et qui rend la chose plus pertinente pour le questionnement, peut-être qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la façon dont Algarotti pointe longuement le fait que le socle de cette fameuse science militaire et de cette langue militaire, en italien en tout cas, c'est l'œuvre de Machiavel. C'est-à-dire que c'est l'œuvre source, si je puis dire, et que c'est de cet héritage-là, malgré 2 siècles d'antimachiavélisme déchaîné, que naît la légitimité, la prétention éventuelle de la langue italienne à être langue de référence en matière militaire. Qui plus est, dans ses différentes missives, Algarotti insiste sur les emprunts effectués par certains auteurs français. Alors, il cite essentiellement des auteurs du XVIe siècle, en l'occurrence, au texte du Florentin. Et notamment, il cite, cas que nous connaissons bien, Monsieur de Langeais, à savoir Guillaume du Bellay, qui était considéré comme l'auteur de ce livre important, sorti en 1548, chez Michel Vascosan, qui s'appelait « Les instructions sur le fait de guerre ». Alors, il y a tout un débat sur qui est l'auteur de ce texte. La majorité des chercheurs considèrent maintenant que c'est Fourquevaux, mais les choses sont loin d'être tranchées, peu importe. On parlera des instructions sur le fait de guerre. Et Algarotti donc fait une référence explicite donc à ce texte attribué alors à Du Bellay. Et remarque que très souvent Machiavel a pas à pas été repris par Du Bellay et dit que c'était un bon exemple d'utilisation de plagiat, dirions-nous aujourd'hui, même si ça n'a pas de sens pour le XVIe siècle, de la langue militaire italienne par la langue militaire française, en tout cas par un auteur de langue militaire française. Alors, ce qui compte dans cette affaire, alors une chose quand même, cette remarque de Algarotti ne va pas complètement de soi, même si elle avait déjà été formulée précédemment. Il y a peu de gens qui remarquent ce lien entre Machiavel et Fourquevaux, ou Machiavel et Du Bellay, ou Machiavel et qui vous voulez, mais il y en a quand même un. Il y a une institution de la discipline militaire au Royaume de France qui est publiée en 1559, donc l'année du traité du Cateau-Cambrésis, pas n'importe quand, qui est dédiée à Antoine de Bourbon, et qui pointait cette affaire-là. Voilà. Mais bon, peu importe. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est évidemment pas la question d'un éventuel plagiat, avec beaucoup de guillemets, puisque le terme n'a pas grand sens au vu des conceptions de l'époque sur les possibilités de réécriture. Ce n'est pas non plus évidemment de souligner de façon un peu nationaliste et gallophobe, à la manière d'Algarotti, la dette de l'auteur français, quel qu'il soit, envers Machiavel. Ce qui est plus intéressant pour ma réflexion, ce sont 3 ou 4 choses que je voudrais énumérer l'une après l'autre, et qui concerne l'ensemble de notre travail commun aujourd'hui. Première chose, le fait que très rapidement, la leçon machiavélienne est reprise et adaptée au cas français,
Hein, je dis bien reprise et adaptée, hein, puisque là aussi, on parlait d'horizon d'attente tout à l'heure. L'horizon d'attente, c'est la réforme de l'armée de François Ier et puis d'Henri II. Hein. Donc, la leçon machiavélienne est reprise et adaptée en français dans les instructions comme une leçon décisive. Et sans qu'on s'arrête d'ailleurs au seul art de la guerre, c'est-à-dire au seul livre spécifiquement consacré à la question. Hein. Par ailleurs, c'est pas un hasard, quasiment le seul livre important de Machiavel publié de son vivant, hein, 1521 chez Giugna. Donc, l'auteur des instructions ne connaît pas simplement l'art de la guerre, il connaît aussi le Prince et les discours, et il les cite d'ailleurs. Donc on a un passage de la leçon machiavélienne, peut-être au nom de ce que, d'une façon magnifique, Jacques Gauri, un des premiers traducteurs de Machiavel, disait dans la préface à une édition de 1571, à savoir que Machiavel avait été le premier à savoir mettre ensemble les termes naturels et les termes d'État. Les termes naturels et les termes d'État, où on a ces deux langages différents, un langage plus technique, le langage de l'État, dont il faudra d'ailleurs s'interroger de savoir ce qu'il veut dire. Ce n'est certainement pas évidemment ce que nous entendons nous par État aujourd'hui. Et puis cette référence au terme naturel, c'est-à-dire à une nécessité d'un usage naturel, naturalisé, hein, de la langue politico-militaire. Hein, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En second lieu, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la question linguistique. C'est-à-dire que ce texte des instructions, je ne vous l'avais pas dit encore, mais je vous le dis maintenant, est traduit très vite en italien. Hein, c'est-à-dire qu'il va sortir en 1571 en italien, hein, comme attribué à M. de Langeais, hein, sous le titre « Disciplina militare di Monsignore de Langeais » à Venise. Sans référence évidemment à Machiavel. Donc ce qui est intéressant, et ce n'est pas, entendons-nous bien, la question de la non-référence à Machiavel n'est pas une question de censure en l'occurrence. Hein. C'est une question de perception du texte par le traducteur et par l'éditeur qui choisit de le publier. Et ça c'est extrêmement intéressant d'un point de vue linguistique parce que cette espèce de retraduction en italien d'un texte qui avait lui-même une origine pour partie italienne, hein, puisqu'il était en partie recopié de l'italien de Machiavel et traduit de Machiavel, nous montre que cette langue de Fourquevaux ou de Langeais, peu importe, peut être perçue comme une langue française et purement française, alors qu'elle est en partie une langue d'origine italienne. Et que donc on éprouve le besoin de le retraduire en italien dans une langue qui sera aussi tout à fait proche. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ici une porosité, hein, des deux langues qui nous interdit de penser, comme cela a été fait trop souvent, de façon univoque en termes d'influence d'une langue dominante sur une langue dominée, en l'occurrence d'une langue dominante d'un point de vue culturel qui serait l'italien vulgaire, par rapport au français. Hein, je crois que les choses sont effectivement beaucoup plus complexes que cela. On est dans le cadre effectivement d'une circulation plus que d'un strict transfert. Hein. Voilà. Alors, d'ailleurs, on pourrait ajouter sur ce point un codicile qui n'est pas sans intérêt, c'est que si vous prenez l'ensemble des mots qu'Algarotti, et c'est un peu la dernière fois que je vous parlerai d'Algarotti, cite dans ses lettres militaires pour sa démonstration, ce lexique-là est pour essentiellement un lexique du XVIe siècle italien. Comme si Algarotti, sans le dire explicitement, montrait que le corpus de référence qui est important pour ces phénomènes de transfert et ou de circulation, c'est évidemment un corpus lexical du XVIe siècle. Hein, et le XVIe siècle étant beaucoup plus inventif à cet égard que le XVIIe, en tout cas dans la théorisation qu'en fait Algarotti. Mais ce n'est pas faux pour l'italien en tout cas. Troisième point qui m'intéresse dans cette anecdote, hein, chez Algarotti, comme chez Fourquevaux, chez l'auteur des instructions, comme chez Machiavel, on met en place un dispositif dans lequel le raisonnement est un peu analogue. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'appuyer sur un texte ou sur plusieurs textes qui font autorité. Machiavel, pour Algarotti, fait autorité. Pour Fourquevaux, Machiavel, sans le dire complètement, mais en le disant quand même dans une des éditions de Fourquevaux, et les auteurs anciens antiques comme Végès, évidemment, Frontin, etc., font autorité.
Et pour Machiavel, évidemment, sans qu'il les cite toujours de façon explicite, les auteurs antiques font autorité. Donc on est dans un processus qui est assez intéressant et auquel il faut ajouter tout de suite quelque chose, c'est-à-dire que ces autorités sont tellement des autorités qu'on n'a pas même besoin de les citer explicitement souvent. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène où le savoir militaire serait présenté dans cette logique comme un savoir qui fonctionne avec un caractère spontanément cumulatif, j'ai envie de dire, mais qui reste pour partie sinon anonyme, parce qu'évidemment tout le monde sait que, donc on n'est pas dans l'anonymat, au moins avec un démarquage par rapport à ce que j'appellerais une logique purement octoriale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme si vous voulez, on avait un phénomène d'autorité sans avoir besoin de citer les auteurs. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans tous ces cas de figure, le cœur de la leçon machiavélienne est présente, à savoir que les auteurs n'ont de sens que dans la mesure où ils s'articulent avec une expérience directe du conflit, de la guerre. Cette langue d'État ne vaut que si elle se frotte à une langue naturelle, à une langue spontanée. On le verra tout à l'heure dans les exemples que je donnerai. Alors, j'ai résumé mon premier noyau, résumons le deuxième. Alors, deuxième noyau, les guerres d'Italie. Pourquoi partir des guerres d'Italie ? Tout simplement parce que les guerres d'Italie sont marquées par une véritable crise de compréhension, qui est aussi une crise sémantique, hein, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'advenir. Hein. On pourrait donner comme illustration bien connue de cette crise de compréhension la fin de l'art de la guerre. Hein. Certains d'entre vous la connaissent probablement, cette magnifique page de Machiavel dans laquelle il s'en prend aux princes italiens. Alors, c'est pas un hasard, hein, cette espèce de culpabilisation des princes italiens, parce que c'est un phénomène pour lui fondamental d'explication de ce qui s'est passé depuis 1494, qui devient une clé interprétative de l'histoire contemporaine, qui d'ailleurs est reprise au-delà de Machiavel, par quelqu'un comme Guicciardini dans le début de son histoire d'Italie, etc. Donc, Machiavel s'en prend aux princes italiens, et qu'est-ce qu'il leur reproche aux princes italiens ? Il leur reproche quelque chose de linguistique, de sémantique. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils pouvaient résister aux barbares avec de belles lettres écrites dans le secret de leur cabinet. C'est-à-dire qu'on ne résiste pas aux barbares, on ne résiste pas au canon de Charles VIII avec des mots. Ou plus exactement, les mots que nous avons à notre disposition doivent être reconsidérés, revus, passés au crible d'une interrogation, pas nécessairement changés éventuellement, mais au moins resémantisés. Derrière donc cette charge sans nuance, derrière cette ironie mordante de Machiavel à l'égard des princes, ce qui pointe, c'est la même chose que ce qui pointait d'ailleurs dans la lettre de dédicace aux princes, c'est le refus d'une rhétorique vieillie et inutile qui ne sait pas trouver les énoncés nouveaux adaptés aux situations nouvelles. Et à cet égard, on ne doit jamais oublier une chose, c'est que l'écriture de Machiavel, cette écriture et cette langue qui vont devenir source d'inspiration pour toute une trattatistica militaire, est une écriture qui s'est forgée dans une expérience quotidienne à la chancellerie florentine. C'est-à-dire que Machiavel, c'est quelqu'un qui a d'abord écrit des centaines de lettres pendant 14 ans, et quand vous êtes obligé d'écrire 10 lettres par jour, aucun d'entre nous n'en a plus l'expérience parce que maintenant on ne fait plus que des mails, hein, quand vous êtes obligé d'écrire à la main 10 lettres par jour, vous adoptez une langue particulière. Vous adoptez une langue particulière parce que vous avez des critères de fonctionnement de votre rédaction qui vous sont imposés, qui sont contraints. Vous devez aller vite, vous devez avoir une langue univoque, directe. Vous ne pouvez pas avoir des fleurs de rhétorique dans une langue comme celle-ci. Hein, et vous devez vous intéresser aux choses et adapter en quelque sorte les mots que vous employez aux choses. Hein, c'est les choses de la guerre, en l'occurrence, puisque c'est une guerre permanente. Hein. Autre élément qui est très important, c'est que quand Machiavel entre à la chancellerie, Florence est en guerre depuis 4 ans, et Florence restera en guerre pendant les 30 années qui suivent. Hein, au début du mois de janvier 1526, un an avant sa mort, dans une lettre absolument superbe à son ami et compatriote Guicciardini, Machiavel disait les mots suivants: du plus loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre, soit on en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas qu'il y a des moments où on fait la guerre, puis des moments où on en parle.
Il dit qu'en même temps, on fait la guerre et on en parle. Et en même temps, on doit rabattre donc le discours sur la guerre, que ce soit le discours de l'état de guerre ou le discours militaire, sur une actualité brûlante, et d'autant plus brûlante que l'horizon de mort pèse sur l'État. L'enjeu de ces nouvelles guerres, c'est la survie de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui, à tort ou à raison, peu importe, est une prise de conscience extrêmement explicite, énoncée dès les premières années du XVIe siècle par les penseurs florentins. C'est une des raisons pour lesquelles, dans ce laboratoire florentin, va naître une autre pensée politique. C'est la façon dont, comme le rappelait Guicciardini dans un texte de jeunesse, qui sont ses histoires florentines, dans ce texte de jeunesse, à un moment donné, il parle de la venue de Charles VIII en Italie, et il dit « Avec Charles VIII était entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais les façons de faire la guerre et les façons de gouverner ces États. » Donc en nouant en quelque sorte trois choses extrêmement importantes, qui sont la question militaire, façon de faire la guerre, la façon de gouverner, et puis tout simplement les États eux-mêmes, c'est-à-dire en l'occurrence les territoires et les régimes, dans un mélange qui a son importance dans la polysémie du mot. Les nouvelles guerres, de fait, ont trois caractéristiques aux yeux des Florentins, trois caractéristiques qu'on va retrouver dans des choix d'écriture. Ce qui a changé dans ces guerres, c'est leur rythme, leur intensité, leurs effets. Leur rythme, parce qu'elles sont plus rapides, leur intensité, parce qu'elles sont perçues, à tort ou à raison, là aussi, comme plus violentes, et leurs effets, parce que, là aussi, à tort ou à raison, elles sont perçues comme des guerres qui n'interviennent pas simplement sur des petites modifications de frontières, mais qui mettent en jeu la survie même de la République. À partir du moment où la langue que vous utilisez, aussi bien pour intervenir dans le champ politico-militaire que pour raconter ce qui s'est passé, l'histoire, la politique et la guerre étant étroitement liées constamment durant ces années-là, à partir du moment où ce sont ces enjeux-là qui existent dans votre langue, il est clair que les mots choisis ne sont pas neutres et qu'ils doivent être reconsidérés au regard de cette nouveauté-là. Comme disait Savonarola à ceux qui l'écoutaient dans le Dôme, il faut chanter au Seigneur un cantique nouveau. Et quand Savonarola disait cela, on peut en faire une lecture évidemment spirituelle, mais il faut en faire une lecture aussi politico-militaire immédiate. Savonarola, c'est le premier des intervenants, des acteurs politiques, qui donne une définition en direct de ce qui est en train de se passer. Il explique aux Florentins ce qui est en train de se passer avec la descente de Charles VIII. En dehors de la question religieuse qui là ne m'intéresse pas, on a là aussi une série de choix d'ordre linguistique qui ont leur importance. Rappelez-vous par exemple, il ne faut pas que je fasse trop de digression, mais rappelez-vous quand même la fin du chapitre 3 du Prince. Machiavel rapporte, cas quasiment unique dans le Prince, une conversation entre lui et le cardinal de Rouen. Et il dit la chose suivante: au cardinal de Rouen qui me disait que les Italiens n'entendaient rien à la guerre, je répondis que les Français n'entendaient rien à l'État. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça, Machiavel? Il ne dit pas que les Italiens, il n'admet pas que les Italiens n'entendraient à la guerre. Ça ne veut pas dire du tout cela. Ça veut dire, vous les Français, quand vous parlez de la guerre, vous ne parlez que de la question militaire. Nous, quand nous parlons de l'État, nous parlons des raisons pour lesquelles on fait la guerre. De ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la géopolitique, les buts de guerre, la stratégie, etc. C'est cela qu'il dit. C'est-à-dire qu'il oppose en fait deux modes de mise en relation des choses de la guerre avec les mots de la guerre. Et pour lui, il nous dit très clairement que, effectivement, ce que Gori appellera plus tard les termes d'État ont leur importance dans une langue militaire. Les trois exemples. Alors, d'abord le deletto. Un cas extrêmement intéressant, qui est, bon, un latinisme évident, c'est delectus. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est que dans la langue militaire de cette époque-là, il y a beaucoup de latinisme, mais que celui-ci est exceptionnel à plusieurs titres. Pourquoi il est exceptionnel? C'est parce que Machiavel est un des seuls à l'utiliser. Pour dire la même chose, ses contemporains disent autre chose. Ils disent en italien, par exemple, la scelta. Ils disent en français l'élection. Éventuellement, ils gardent le mot latin. Mais ils ne sont pas dans cette espèce de latinisme pur et dur, en quelque sorte, massif, brutal,
que Machiavel emploie. Alors qu'il l'emploie dans un sens, je rappelle, de recrutement sélectif, dans la perspective de constitution d'une armée de conscription nationale, avec beaucoup de guillemets, disons, propre. C'est plus machiavélien, les armes propres, les armi proprie. Dans les textes machiavéliens, on remarquera que ce mot intervient plusieurs dizaines de fois, mais uniquement dans le livre 1 de l'art de la guerre, au début du livre 2 de l'art de la guerre, et à 3 reprises dans les discours. Donc on a une utilisation qui est loin d'être peu importante quantitativement, mais qui en même temps est concentrée dans des passages spécifiques de l'œuvre. On remarquera aussi que ce mot, qui aurait pu être employé dans tous les textes de chancellerie de 1506-1507, au moment où Machiavel met en place l'ordinanza, qui est un peu l'espèce de laboratoire de cette réflexion sur les armes propres, n'est pas employé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un mot qui fait partie du moment théorique, si je puis dire, machiavélien, celui de l'art de la guerre et des discours, même si la dissociation entre la théorie et la pratique est toujours un peu difficile à faire chez Machiavel. Revenons précisément à ce qu'il dit. Donc, 1, paragraphe 120 de l'art de la guerre dans l'édition nationale récente. Il faut en venir au deletto de ceci, j'ai laissé en italien parce que... voilà, car les anciens l'appelaient ainsi, ce que nous dirions un choix, scelta. Donc il introduit un mot deletto qu'il réfère à un mot latin, celui des anciens, et à un mot possible d'un florentin qui serait scelta. Donc on a 3 mots en fait. Mais pour l'appeler par son nom le plus couvert d'honneur, donc une fonction légitimante du choix linguistique, je veux que nous lui conservions le nom de deletto. Voilà. Donc c'est très clair. De façon très intéressante, quand Jean Charrier va, en 1548, l'année de l'instruction sur le fait de guerre, traduire et publier l'art de la guerre en France, il ne met pas deletto, il va mettre élite, ou élire, et il supprime carrément de sa traduction la fin de cette citation, mais pour l'appeler par son nom le plus couvert d'honneur, je veux que nous conservions le nom de deletto. Parce qu'évidemment, là, il serait rentré dans un débat dans lequel il ne voulait pas rentrer. Le terme relève, par ailleurs, donc, on le voit, d'un choix presque solitaire, particulier, que ne font ni les traducteurs de Végès, j'ai contrôlé sur les traductions en langue vulgaire de Végès, ni les traducteurs de Machiavel, je viens de vous citer Charrier, que ne fait pas non plus Guicciardini quand il évoque la même réalité en langue vulgaire italienne. Donc c'est un geste théorique qui est éminemment lié à un choix théorique et politique qui est celui des armes propres dans le dispositif militaire machiavélien et qui est lié évidemment à sa conviction sur le fait que la milice moderne, l'armée moderne, n'est que l'ombre de l'armée antique si on met de côté les Suisses qui gardent quelques rapports avec la qualité de la milice ancienne. J'ajouterai pour finir que si on va un peu plus loin, si on va vers la fin du XVIe siècle et qu'on regarde, si par exemple quelqu'un comme Botero, c'est intéressant, Botero, il se pose des problèmes aussi qui ont à voir avec cette tradition-là. Si on regarde dans les chapitres sur la guerre, qui sont très importants dans la Ragion di Stato, dans le traité de la raison d'État, dont, parenthèse, vient de sortir en français une magnifique édition que je vous recommande d'aller voir, faite par Romain Descendres. Donc si on va voir la raison d'État, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Botero n'emploie qu'une fois le terme de deletto, au livre 9, chapitre 3, et qu'il ajoute immédiatement, parce qu'il est conscient, contrairement à Machiavel, qu'il faut expliquer cette affaire. Parce que ce mot ne peut plus être compris sans un commentaire approprié. Donc il dit la prima via di fare I tuoi soldati arditi e valorosi sarà il deletto, o vogliamo dire scelta. C'est-à-dire que il dit donc la première chose à faire pour que tes soldats soient hardis et valeureux, c'est de faire le deletto, c'est-à-dire, nous voulons dire par cela, o vogliamo dire, la scelta, le choix. C'est-à-dire qu'il reprend cette ambivalence machiavélienne qui avait été écartée par Machiavel, et lui, il l'a réintroduit parce que sinon on ne comprend plus rien. Donc ça c'est le premier exemple que je trouve très intéressant pour ce qui concerne un problème récurrent chez Machiavel, qui est le statut des latinismes. Alors, le statut des latinismes ne doit jamais être conçu comme un statut de type archéologique. Nous n'oublions jamais que Machiavel, par exemple, se moque des gens
qui considère ce qui nous reste des anciens comme on considère des fragments de statues. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est vivant dans le latinisme, quitte à recréer un latinisme impossible, comme dans le cas de Deletto. Donc, deuxième cas de figure, sur les armes à feu et les armes de jet. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est de voir comment s'articule dans cette langue-là quelque chose qui va avoir une importance dans les transferts de cette langue et dans la circulation du lexique. C'est-à-dire la façon dont se mêlent deux tensions contradictoires, une tension vers l'utilisation de termes d'ordre générique et une tension vers l'organisation de termes plus spécialisés, plus techniques. Sachant que le même terme peut être employé de façon générique parfois et spécialisée d'autres fois. Ce qui rend les choses plus compliquées, mais plus passionnantes quand on fait un travail de ce type. Et ce qui veut dire d'ailleurs qu'on est obligé de faire un travail de fourmi pour regarder toutes les occurrences dans leur contexte d'utilisation pour dire des choses qui à peu près se tiennent. Alors, prenons le cas de artilleria, par exemple. Donc l'artillerie. Une des choses qui est frappante quand vous lisez l'art de la guerre chez Machiavel, surtout si vous le comparez à d'autres textes de plus ou moins la même époque, comme l'histoire d'Italie de Guicciardini, c'est que Machiavel n'utilise absolument pas la typologie que pourtant il connaissait très bien, puisqu'il l'utilise en revanche dans ses lettres de chancellerie, des types de canons, par exemple. Vous savez, on a une multiplicité des noms de canons à cette époque-là, sur lesquels vous avez un article remarquable d'Emmanuel Crouy-Chanel qui vient d'être fait, et une thèse remarquable d'ailleurs du même Emmanuel Crouy-Chanel qui vient d'être soutenue. Vous avez une multiplicité de ces noms de canons, Machiavel les connaît, et pourtant il n'en utilise aucun. Il utilise uniquement le mot d'artillerie. Non seulement il utilise uniquement le mot d'artillerie dans l'art de la guerre, mais en plus il étend l'usage de ce mot d'artillerie, y compris à toute arme à feu, avec le syntagme artilleria minuta, petite artillerie, en quelque sorte. Face à cela, il déploie toute la typologie possible et imaginable pour les armes de jet. Le pilum, la sarisse, la lance, la hasta, bon. Et il le fait très volontairement. Là aussi, c'est un geste linguistique, c'est un geste théorique très clair. Hein, il est parfaitement conscient de ce qu'il est en train de faire quand il fait ça. Hein. Troisième élément d'appréciation, après j'essaierai de tresser les fils, vous avez un très beau passage dans le livre 7 de l'art de la guerre, dans lequel il s'attarde sur les instruments de siège utilisés par les Romains. Je cite en traduisant, « Les instruments avec lesquels les anciens défendaient les villes étaient nombreux, tels les balistes, les onagres, les scorpions, les arcobalistes, les fustiballis, les frondes. Et tout aussi nombreux étaient ceux avec lesquels ils leur donnaient l'assaut, tels les béliers, les tours, les mousculi, les plouteilles, les vinets, les faux, les tortues. En lieu et place de ceux-ci, il y a aujourd'hui les pièces d'artillerie, qui servent à la fois à celui qui attaque, à celui qui défend, et donc, je n'en dirai rien de plus. » Donc, on a ici une énumération extrêmement rare chez Machiavel de termes techniques latins, anciens, qui constituent une sorte de contre-exemple par rapport à ce que je vous ai dit sur le Deletto. Ces termes latins-là sont des termes qui sont morts. On n'en a plus besoin. Il reprend textuellement ici deux passages de Végès, Végès 4.22 et Végès 4.13-17. Mais ce lexique technique antique est radicalement obsolète. Et cette obsolescence est absolument manifeste. C'est pour ça qu'il dit, bon, je ne vais pas en parler davantage, et un seul mot moderne suffit à qui entend dire leur correspondant sur le champ de bataille d'aujourd'hui, artillerie. Ce qui d'ailleurs est extrêmement discutable, mais peu importe. C'est-à-dire que là aussi, on a une sorte de manipulation. Artilleria pouvant être, à d'autres moments, employée de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus technique par Machiavel. Machiavel, en quelque sorte, après avoir montré par l'énumération son érudition en matière de technique militaire antique et sa connaissance des textes de référence, n'a donc pas l'intention de revenir là-dessus, je n'en parlerai pas davantage. Cela ne sert à rien dans son propos, ces mots-là sont morts, semblables à ces fragments de statues antiquaires évoqués dans le prologue des discours.
Dans l'art de la guerre, donc l'extension très large de l'usage générique du terme artilleria pour toute arme va jusqu'à l'utilisation du syntagme artilleria minuta, art de la guerre 3.64 que j'évoquais tout à l'heure, pour désigner les armes à feu portatives. À une seule reprise, Machiavel semble faire un usage plus précis de cannone en faisant référence au calibre des pièces, une seule fois. Alors reste dans cette affaire sur les armes à feu l'utilisation d'un terme qui est extrêmement étonnant chez Machiavel, que le terme de scopietto, les scopettes. Machiavel, dans l'art de la guerre, n'utilise jamais le mot auquel on s'attend qu'utilisent ses contemporains, qui est archibugio, arquebuse, ou archibuso, selon les formes anciennes. Alors pourquoi utilise le mot scopiette? Revenons à cette histoire, la langue naturelle et les termes de l'État. Le scopietto, c'est la langue spontanée d'un Florentin, c'est la langue qu'il a à sa disposition de façon immédiate pour parler des armes de feu portatives. Il n'y a pas là un refus de recourir à archibugio, simplement il n'en a pas besoin, en quelque sorte. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire de façon extrêmement hâtive, un certain nombre de lecteurs de Machiavel pressés, une prise de distance par rapport à l'utilisation des armes à feu de la part de Machiavel. Absolument pas ça. Il reconnaît la modernité du scopietto, c'est-à-dire de l'arquebuse. Et d'ailleurs, cette polémique sur les armes à feu n'existe pas chez les contemporains de Machiavel. Les contemporains de Machiavel ont parfaitement compris que Machiavel comprenait ce que c'était que les armes à feu. Et d'ailleurs, quand Jean Charrier traduit en 1548 l'art de la guerre, quand il trouve scopietto, il met arquebuse. Évidemment. En gros, quand Machiavel utilise scopietto et scopietaire, il les scopetiers, au moins une dizaine de fois dans l'art de la guerre, Machiavel, il insiste ici sur l'importance d'une arme moderne, et on peut rapporter cela à la façon dont il va parler de façon générique de la pique, de la pique. Puisque quand on parle des armes de jet et des armes d'ast, on a cette multiplicité d'utilisation dont je vous parlais, qui, comme dans la synthétisation, la focalisation sur le terme d'artillerie à la suite des machines de guerre antiques, débouche sur une synthétisation et sur une forme de rationalisation particulière autour du mot pique. Donc très clairement, s'il met en avant le mot de pique, ce n'est pas parce qu'il méconnaîtrait la multiplicité des armes d'ast et des armes de jet sur lesquelles je vous renvoie aux travaux de Marie-Madeleine Fontaine récemment. C'est que tout simplement, la pique, comme lo scopietto, c'est l'arme des peuples en armes, c'est l'arme des armi proprie, c'est l'arme des Suisses, la pique. Troisième exemple, comment dire la bataille ? Discours 2.17. Machiavel, dans ce passage, dit que les batailles sont, donc les zuffe campali, dit-il, les zuffe campali, je reviendrai sur ce terme de zuffe, les zuffe campali sont, je cite, appelés de notre temps avec un mot français giornate, donc en fait la traduction italienne de journée, et par les Italiens, fatti d'armi. Donc on a trois noms pour dire la bataille: zuffa, giornata, fatto d'armi. Le mot de zuffa, qui est d'origine probablement germanique, est considéré par Machiavel comme le mot florentin. C'est son mot à lui, c'est son mot naturel en quelque sorte, qui renvoie d'ailleurs, plus qu'à des batailles arrangées, au conflit interne à la cité. La zuffa, c'est en gros quand on se fout sur la gueule, passez-moi l'expression, dans le cadre des luttes de faction. C'est ça la zuffa. C'est le corps à corps. D'ailleurs, très souvent, il utilise comme vocabulaire militaire la zuffa pour dire le corps à corps. Donc la zuffa, c'est ça, c'est florentin. La giornata, c'est français. Ce qui est extrêmement discutable parce que les linguistes aujourd'hui ont montré que, en fait, journée en français venait de giornata en italien et ça revenait après en Italie comme un mot conçu comme français. Là aussi, on a un magnifique exemple de circulation et pas de simple transfert, de non-univocité en quelque sorte du fonctionnement linguistique dans cette affaire.
Et puis Fatto d'Arme. Fatto d'Arme qui renvoie aux Italiens, ce qui ne veut rien dire. Les Italiens, c'est les habitants de la péninsule italienne. À ce moment-là, l'Italie n'existe pas, vous le savez aussi bien que moi. Mais simplement, c'est les non-florentins, les Italiens. C'est-à-dire ceux qui ont une langue qui n'est pas la langue toscane, c'est-à-dire qui n'est pas la langue noble, la langue vulgaire noble, une espèce de koiné que tout le monde peut pratiquer. Hein. Et lui n'utilisera pas Fatto d'Arme. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il refuse d'utiliser le mot italien. Machiavel ne dit jamais Fatto d'Arme. Alors que, par exemple, son compère Guicciardini, dans la partie de son texte qu'il a lu et relu abondamment, c'est-à-dire dans les 3 premiers livres de l'histoire d'Italie, parce qu'on oublie souvent de dire que l'histoire d'Italie est en fait un texte inachevé, hein, puisque Guicciardin n'a pas eu le temps de le relire entièrement. Donc, dans les premiers livres, qui sont ceux qu'il a le plus travaillé, pour lesquels parfois vous avez 5, 6, 7 rédactions, on a une abondance d'utilisation de Fatto d'Arme. Pourquoi ? Parce que dire Fatto d'Arme au lieu de Zuffa, c'est déflorentiniser sa langue. Donc c'est lui donner un statut d'universalité supérieur. Donc Guicciardin, contrairement à Machiavel, ne laisse pas ce mot-là aux Italiens. Il l'utilise, il s'en sert. Forme de conclusion. J'ai combien ? 2 minutes ? 2 rappels. Bon, ce que souligne l'exemple de Machiavel et de ses passages, c'est qu'il ne suffit pas de reprendre la logique des mots si l'on ne comprend pas ce qu'elle dit de l'histoire en train de se faire. Que les mots peuvent mourir, devenir de simples traces, n'intéressant que les antiquaires, quand ce qu'ils disaient ne correspond plus à une réalité. Dans la langue militaire de Machiavel, on ne trouve donc pas toujours des équivalents pour tous les mots des anciens, et l'auteur s'emploie à débusquer les faux équivalents des modernes. Cela ne signifie absolument pas que Machiavel ignore ce vocabulaire. Dans l'art de la guerre, dans le moment de l'effort théorique, on ne s'intéresse certes pas vraiment au lexique strictement contemporain, mais on le fait ailleurs. Ce que nous dit le cas florentin dépasse donc largement l'œuvre d'un auteur ou de quelques-uns. La langue composite de la guerre relève d'un lexique hérité, mais est dotée en permanence d'une part variable, pour 2 raisons. Parce que la guerre évolue techniquement, bien sûr, mais aussi parce que la langue de la guerre ne concerne pas seulement les pratiques militaires et est contaminée par d'autres actions humaines, notamment par l'écriture de la politique et de l'histoire. Les variations induites à ce double titre et l'instabilité relative qui en résulte sont à l'image d'une révolution militaire en cours. Cette révolution, chacun tente de l'encadrer dans de nouveaux savoirs, mais nul ne sait sur quoi elle débouchera alors. La situation favorise une sorte de melting pot linguistique militaire et confère à la langue de la guerre toute la ductilité possible, autorise tous les passages, tous les transferts d'une langue à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'un domaine à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'un registre à l'autre, d'un temps à l'autre. La langue de la guerre devient l'exemple moderne par excellence de circulation et d'hybridation sémantique, avec la création de ce qu'on pourrait appeler des européismes linguistiques, qui oblige pour quiconque veut en comprendre les évolutions à ne pas dissocier l'histoire des choses de celle des mots, tout comme Machiavel ne voulait pas dissocier le civil du militaire. Et je garderai le 4e noyau pour l'écrit